Euh, Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Maheu d'avoir tenu ce temps en attendant que les choses soient réparées. Donc merci au laboratoire Janssen pour l'invitation. Donc on va essayer de parler des actualités donc, concernant les spondyloarthrites. Donc il y a beaucoup d'actualités, certainement qu'on n'aura pas le temps de tout détailler. Donc on va faire de telle sorte à passer en revue quelques-unes. Alors les spondyloarthrites, donc comme on le sait, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique, mais qui est hétérogène, donc il y a plusieurs présentations. Et récemment, donc, le cadre nosologique a été redéfini par l'apparition donc, de certaines formes. Certes, il y a beaucoup de progrès sur le plan de la physiopathologie, et tout à l'heure, le professeur Niemann disait donc, qui ne va pas traiter, qui ne va pas prendre le rhumatisme psoriasique, c'est vrai, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, donc on parlera d'autre chose. Certes, donc ces progrès sur le plan physiopathologique ont vu donc l'apparition de nouvelles thérapeutiques et de nouveaux concepts thérapeutiques. Et ceci, bien sûr, a été corrélé donc par certaines recommandations. Et on a la chance d'avoir des recommandations récentes qu'on va essayer de voir ensemble. Alors justement sur le plan nosologique, donc actuellement on parle bien de spondyloarthrite axiale, qu'il soit radiographique ou non radiographique, spondylarthrite périphérique, articulaire érosive et non érosive, et spondyloarthrite donc anthésitique. À cela on peut ajouter donc certains éléments extra-articulaires, notamment psoriasis, uvéite ou Mickey éventuellement. Alors en parallèle donc de ce cadre nosologique, il y a certaines présentations cliniques qui peuvent être plus ou moins corrélées. Pour la spondyloarthrite ankylosante, donc c'est plus l'atteinte axiale. Pour le rhumatisme psoriasique, c'est plus l'anthésopathie. Et ainsi, on peut faire des corrélations entre le cadre nosologique et la présentation clinique avec laquelle le malade peut se présenter. Alors sur le plan physiopathologique, donc certes, il y a beaucoup d'éléments qui ont été axés ces derniers temps sur l'anthèse et sur l'anthésite, qui en fait constitue le premier élément de l'inflammation dans les spondyloarthrites. Et là, on commence à mieux appréhender donc l'effet cytokinique qui se passe au niveau donc, de l'anthèse, aussi bien donc certains facteurs mécaniques comme certains facteurs d'environnement. Et puis, donc, la réponse inflammatoire qui émane du sang, et on aura bien sûr donc, le nuage cytokinique qui va être ciblé par la thérapeutique. Deuxième élément aussi, c'est celui du microbiote. Actuellement, on en parle de plus en plus, et peut-être serait le starter, le point de départ donc, de ces inflammations. Donc, ce microbiote qui se retrouve un petit peu déréglé, et on aura donc l'apparition de certains lymphocytes activés qui vont se loger au niveau articulaire et au niveau donc des anthèses, et de là on peut avoir donc l'apparition d'une inflammation. Ceci donc a donné la naissance à une nouvelle ère thérapeutique où les biologiques, bien sûr, il y a certaines voies qui pour certains sont royales, d'autres pour certaines impériales, l'IL-17, l'IL-23, et bien sûr au centre de tout ceci, donc nous avons le TNF alpha qui reste donc, si vous voulez, au cœur de ce problème. Alors pour les cibles thérapeutiques, bien sûr, on a beaucoup de cibles thérapeutiques, donc beaucoup d'éléments en fonction de ce qu'on veut cibler, en fonction de ce qu'on veut traiter, l'IL-17, le TNF et bien sûr l'IL-23 avec ses composantes P19 et P40. Donc tout ceci c'est bien, mais bien sûr il faut faire un choix, il faut essayer donc d'adapter le traitement en fonction de la présentation clinique. Est-ce qu'on peut parler, comme ça a été dit pour la polyarthrite rhumatoïde, d'une fenêtre d'opportunité pour les spondyloarthrites? C'est-à-dire quand je bloque l'inflammation, j'aurai stoppé donc les autres étapes de l'anthésite qu'on sait, donc l'ossification et puis donc la cicatrisation, et de là donc j'aurais arrêté le profil évolutif. Le problème n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que cette inflammation et l'ossification se trouvent un petit peu découplées et on n'arrive pas à stopper pratiquement le processus au début. Parfois on est dépourvu, on arrive un petit peu après la bataille et le stade érosif initial est déjà passé. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un treat to target
pour les spondyloarthrites? Est-ce qu'on peut traiter avec l'objectif d'un cible ou avec un objectif bien défini? Là aussi, l'hétérogénéité de la maladie fait qu'on a beaucoup de cibles et ça va être difficile donc de cibler, mais tout au moins, il y a certains indices qu'on utilise, certains indices dont on s'en sert dans la pratique de tous les jours. Donc, dernièrement, il y a des recommandations. Donc, la Société marocaine de rhumato, ça a été fait en 2017. Et puis après, nous avons des recommandations donc, de la Société française de rhumato en 2018. C'est les toutes dernières. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau concernant donc, la pratique de tous les jours. Bien sûr, l'objectif, comme tout rhumatisme inflammatoire, c'est l'obtention et le maintien de la rémission clinique. Et à défaut, si on n'arrive pas à cet objectif, ça va être le low disease activité, donc une activité qui est moindre. Alors, de quelle rémission parle-t-on? Clinique, est-ce qu'on est satisfait? Ou bien il faut arrêter aussi sur le plan structural, ou bien on est content quand le patient va bien sur le plan fonctionnel. Donc là aussi, la rémission est un objectif qui va dépendre de la présentation et de la forme clinique. Comment évalue-t-on? Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est le BASDAY, donc on fait donc dans notre activité pour pouvoir décider et pour pouvoir prendre une décision sur le plan thérapeutique de nos malades. Est-ce qu'il est suffisant? Il y a beaucoup de limites au BASDAY. C'est un questionnaire qui est complètement objectif et on imagine le cas de la fibromyalgie pour laquelle donc, on va trouver un BASDAY qui est élevé. Et puis malheureusement, sur ça, on peut prendre une décision et surtout donc, le fait d'optimiser le traitement et même de traiter par un biologique. Alors actuellement, ça se fait dans les études, donc c'est la DAS-CRP, mais non, rien n'empêche donc d'introduire la CRP dans notre pratique de tous les jours, ne serait-ce que d'avoir un indice composite et avec donc un chiffre donc de la CRP qui va être très très important. Autre recommandation, donc ça n'apporte pas de nouveau par rapport à ce qu'on connaît. Il y a l'arrêt du tabac qui est très important, ça a été dit. Donc le tabac c'est un facteur de mauvais pronostic, est un facteur de mauvaise réponse thérapeutique dans les spondyloarthrites. La quatrième recommandation sur laquelle on va s'attarder un petit peu, c'est celle des comorbidités. Donc, il va falloir prendre en charge les comorbidités chez nos patients, et entre autres, cardiovasculaires, ça a été discuté tout à l'heure, l'ostéoporose aussi, qui est très importante. Alors, pour la comorbidité cardiaque, donc, ça peut se faire de deux façons. On peut avoir une comorbidité qui est propre, on sait qu'il y a certaines atteintes cardiaques dans la spondyloarthrite, et la toxicité médicamenteuse. Donc, mon ami professeur Nieman en a parlé tout à l'heure, donc avec le risque de prendre les AINS chez ces patients. Quant à l'ostéoporose, oui, il va falloir la prendre en considération, mais surtout, on doit se méfier pour l'interprétation de l'ostéodensitométrie, étant donné que nous avons des ostéophytes qui peuvent faire errer le diagnostic. Donc, on a d'autres sites, soit au niveau, par exemple, de l'avant-bras, ou même faire donc le TBS pour avoir une idée très importante. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ça a été débattu en long et en large, et on revient donc là à l'intérêt. C'est vrai, c'est le gold standard, c'est le premier élément qu'on va préconiser pour le traitement, donc surtout sur le plan symptomatique. Et la question qui était, est-ce qu'on va rester sur un traitement au long cours, en continu, ou bien c'est un traitement à la demande? Maintenant, tout est ficelé sur ce point-là. C'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas lieu de laisser donc les anti-inflammatoires donc d'une manière très élevée, étant donné que ça fait partie donc des facteurs de risque de mortalité chez ces patients. Et je passe sur ce qui a été dit tout à l'heure avec mon professeur Nieman sur la toxicité. Donc la même chose, on a parlé donc du diclofenac. Donc là aussi, donc il y a un warning ces derniers temps. Donc vous avez reçu des papiers concernant la toxicité donc du diclofenac qu'il va falloir prendre en considération. Pour l'effet structural, question, est-ce que je peux laisser un patient sous biologique en associant un ANS? Est-ce qu'il y a un plus à gagner
honnêtement, il n'y a pas grand-chose sur ces études, quoique observationnelles. Donc, le risque est de garder un anti-inflammatoire non stéroïdien à forte dose et pour une longue durée pour les patients. Alors, pour les DIMARDS et spondyloarthropathie, donc là aussi, il n'y a pas de nouveau. C'est toujours les méthotrexate, les flunomides et la sulfasalazine, et surtout donc, pour les formes périphériques où ils sont indiqués. Donc, pour les biothérapies, c'est là où on va s'attarder un petit peu. Donc, l'indication d'un biologique, ça va dépendre aussi de la forme. Donc, quand on a une forme axiale, c'est l'échec de 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et là, donc, je marque un petit point pour dire que dans nos anciennes recommandations, c'était 3 familles d'AINES. Maintenant, ça a été revu à la baisse, c'est 2 AINES, 15 jours chacun. Donc, au bout d'un mois, si le patient ne va pas bien, on doit passer à un biologique. Donc, c'est pour mettre un petit peu l'accent sur cette toxicité. Et bien sûr, après, ce sont les biologiques. Donc là, le choix est laissé. Donc ça a été fait au sein de la SMR aussi pour mettre à pied d'égal. Et bien sûr, en fonction de la présentation, on peut adapter. En cas d'échec, après 3 mois, on peut bien sûr réévaluer et passer à un deuxième biologique. Alors, donc là aussi, c'est la même chose. Donc, en fonction de la présentation axiale, périphérique anthésitique ou bien périphérique articulaire, donc le passage automatiquement donc, se fait par les DIMARS pour les périphériques. Pour les anthésiques, il n'y a pas de DIMARS, AINES et infiltration, et sinon biologique. Alors, l'élément sur lequel je veux rebondir, c'est ça. C'est la conviction du rhumatologue pour débuter le traitement. Parfois, on n'a pas des cas qui sont vraiment, je dirais, très clairs. On reste un petit peu pas sûr de l'indication. Donc là, le rhumato est le seul maître à bord. Donc il y a l'implication et la conviction du rhumatologue pour commencer donc un traitement biologique. Comme ça a été dit, donc c'est des traitements qui sont onéreux et puis qui peuvent parfois avoir des effets secondaires. Alors le choix, comment ça va se faire? Bien sûr, en fonction de la maladie du patient, en fonction de la présentation, les comorbidités doivent être prises en charge et bien sûr le mode d'action du biologique et puis donc les attentes qu'on va attendre de ce biologique. Mais l'exemple, par exemple, pour départager entre un biologique à base d'IL-23 ou d'IL-17, nous avons certaines indications pour le psoriasis, le rhumatisme pso et les Mickey, c'est plus l'anti-IL-23. Pour le pso, le rhumatisme pso, la spondyloarthrite ankylosante, c'est l'anti-IL-17, alors qu'on voit que les Mickey, par exemple, ne font pas partie de cette indication. Et ça, c'est des éléments qui peuvent aider donc, pour le choix d'une biothérapie qui soit bien adaptée. Alors, l'actualité donc, sur l'anti-IL-17, c'est qu'il y a beaucoup d'anti-IL-17, A, B, C, E, F, et maintenant il y a des essais, donc c'est tout récent. On essaie d'associer, donc de stopper ou d'inhiber l'IL-17 A et F. Donc, ce sont des essais qui sont en cours. Il y a une deuxième étude aussi qui est en cours pour voir l'intérêt de bloquer donc ces anti-IL-17 et sur le plan pratique, est-ce que ça a un plus pour ces molécules-là. Alors, autre élément aussi, donc les anti-JAK kinases, donc ça a été bien dit ce matin, ce sont des petites molécules. L'avantage, c'est la prise par voie orale, donc on n'aura pas à hospitaliser les malades. Il y a beaucoup d'anti-JAK kinases en fonction de la sélectivité, 1, 2, 3, et il y a même certaines associations, et je pense que ce sont des traitements promoteurs aussi qui vont venir aider dans la prise en charge donc, des patients. Alors, devant ce choix, donc devant cette multitude de molécules, donc de biologie qui arrivent surtout, est-ce que nous avons des facteurs prédictifs pour la bonne réponse pour nos malades? Il y a donc cette méta-analyse qui a été faite et qui a montré que si vous voulez avoir un bon résultat, une bonne réponse, il faudrait que votre patient soit jeune, donc de sexe masculin, avec un BASD qui est élevé au départ. Le BASFI, donc c'est quelqu'un qui n'est pas gêné, donc sur le plan fonctionnel, qui est bas, une CRP qui est basse, et puis un HLA-B27 qui est positif. Donc ce sont des facteurs prédictifs d'une réponse positive au traitement. Par contre, est-ce que
C'est ça qu'on rencontre un petit peu dans notre pratique. Est-ce qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic ou des facteurs prédictifs d'une mauvaise réponse chez nos malades? Donc, il y a certains qui, donc on ne fait que les repasser en revue. Donc, c'est des facteurs qui sont connus. Donc, j'aurais aimé que notre ami le professeur Bichara passe en premier pour nous parler un petit peu de la dépression. Mais toujours est-il, dans nos rhumatismes inflammatoires chroniques, il y a une plus grande fréquence de malades qui sont avec une dépression. Et là, donc, sur ce travail, donc, qui est tout à fait récent, qui montre que la dépression, donc, c'est un phénomène donc, qui est commun aux spondyloarthropathies et qui est associé à donc, une activité qui est sévère et une maladie qui est aussi sévère. Donc, cet élément doit être pris en charge aussi pour ne pas tomber dans l'escalade thérapeutique. Alors peut-être qu'il y a un problème à côté qu'on peut gérer, qu'on peut prendre en collaboration avec nos amis psychiatres. Spondyloarthrite et fibromyalgie. Donc ça, c'est le problème qui est là tout le temps. Donc c'est un problème auquel on est tous confrontés, étant donné, donc, même il y a certains qui disent, est-ce que vraiment c'est une association où il va falloir faire attention à ce que ce soit un diagnostic différentiel. Certes, ce n'est pas un diagnostic différentiel. Il y a de la fibromyalgie donc, dans les spondyloarthrites. Donc, vous voyez, ça peut aller jusqu'à un quart de nos patients, d'accord, dans les spondyloarthrites. Et puis, bien sûr, dans les douleurs sont plus élevées, donc l'asthénie est plus importante, donc le Basedowski va être élevé, et donc on aura affaire probablement à augmenter des traitements qui parfois ne servent strictement à rien. Alors, est-ce que la fibromyalgie a un impact négatif sur le traitement, sur les thérapeutiques? Oui, il y a ce travail, donc il a quand même pris 508 spondyloarthrites axiales, et Shiki, donc l'interrogatoire FIRST avait mis 38% donc, de fibromyalgique, et on voit donc l'efficacité d'un anti-TNF à 3 semaines. Il y a une différence entre ceux qui étaient positifs, donc qui répondaient à l'interrogatoire FIRST, et les autres qui n'étaient pas fibromyalgiques. Donc ça, c'est un élément très important. Peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure de cette association et de cette prise en charge entre fibromyalgie et spondyloarthrite. L'obésité, ça a été dit tout à l'heure. Donc là, ce travail aussi qui confirme. Donc ils ont comparé entre l'obésité et le surpoids, et on voit effectivement que l'obésité, donc c'est un facteur de mauvais pronostic, étant donné que par le fait des adipocytes et des adipokines, donc il y a un flux cytokinique qui est très important à ce niveau-là. Alors il arrive parfois donc par nos traitements, que ce soit bien donc par les AINS, que ce soit par les biologiques, qu'on soit un petit peu iatrogène, donc vis-à-vis de nos amis aux cardiologues, aux gastro-entérologues. Il y a c'est un papier donc, qui est récent, où on a montré qu'il y a une spondyloarthrite qui a été révélée par un traitement. Donc c'était un traitement pour une Mickey, donc le vedolizumab. Donc c'est un anticorps monoclonal anti-intégrine, et dans les suites, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez l'apparition d'une spondyloarthrite avec des flashs partout. Donc ça marche pas. Donc il y a des flashs partout qu'on voit au niveau aussi bien lombaire qu'au niveau anthésitique. Donc est-ce qu'on peut parler aussi d'une spondyloarthrite qui a été secondaire, donc un effet secondaire ou un effet paradoxal éventuellement du traitement? Alors on vient au problème du maintien thérapeutique, donc des biologiques. On le sait tous que c'est bien, on a dit tout à l'heure, on commence par un biologique. Si on arrive à maîtriser donc la maladie, on peut penser à diminuer, il faut arrêter. Alors le problème qui se passe, c'est que parfois, donc nous avons un échec thérapeutique au premier biologique. Est-ce que le deuxième biologique fait mieux? Est-ce qu'il fait autant? Est-ce qu'il fait moins? Donc là, les études sont pratiquement unanimes. Quand on commence, vous voyez, donc avec tous les anti-TNF, donc nous avons pratiquement un malade sur deux, autour de 45% donc de réponse chez ces patients-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces patients-là ils échappent au premier biologique? Donc, ça a été dit. Et, donc, le deuxième, il fait moins bien que le premier. Et qu'en est-il du troisième? Donc, le troisième, là aussi, donc, sur cette cohorte, on voit que le taux de maintien, donc c'est le registre d'un bio, où ils ont pris 842 patients avec spondyloarthrite, traités par un anti-TNF, donc une durée de 4
4 ans et demi pratiquement, avec un taux de maintien à 1 an qui est de 74%, et à 2 ans, ça diminue, ça va jusqu'à 63%. Alors, si on, chez ces patients-là, donc il y a l'indication de faire un troisième biologique, il va faire moins bien que le deuxième. Donc il y a ce problème-là, si vous voulez, du traitement. On peut peut-être parler des causes, on peut parler des... En tout cas, avant de mettre un deuxième biologique, il va falloir, donc ça a été dit aussi dans les recommandations, il faut définir les causes de l'échec. Pourquoi ce malade ne répond pas? Est-ce un problème de dosage? Dans quel cas il faut doser le taux résiduel donc, des biologiques? Ou bien c'est une immunisation, donc c'est un patient qui a développé des anticorps anti-ADAP, donc les fameux anticorps antibiologiques. Alors il y a cette étude-là, donc l'étude Gorez, donc qui a été menée donc, sur 365 patients donc, atteints de spondyloarthrite active, où ils ont été donc, scindés en 3 bras, donc un bras placebo, un bras 50 mg et un bras à 100 mg. Et puis on peut faire un rescue à 16 semaines pour ceux qui ne vont pas bien. Le placebo est passé à 50, celui qui était à 50, il peut passer à 100, et on va voir un petit peu la réponse. Donc la réponse est immédiate avec un contrôle des symptômes, ça c'est clair avec la réponse à SAS20. Et puis à 6 mois, donc on a donc un maintien du traitement. C'est important donc ce chiffre de 6 mois, parce qu'au-delà, on peut penser éventuellement à la rémission et à diminuer donc pour pouvoir éventuellement arrêter les traitements. Alors donc surtout ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est le maintien au long terme. Donc à 5 ans, il y avait pratiquement la même courbe qui était plate, et même une réduction de l'activité de la maladie, donc sur moins de 50% de l'ASD, du BASD, et qui était maintenue au fil du temps. La même chose donc pour l'efficacité. Donc on analyse d'intention de traiter. Là aussi, on peut voir que la courbe elle est plate. Alors sur la fonction physique et la mobilité rachidienne, donc les indices ils sont là. Donc c'est une étude qui a été au départ en aveugle, puis ça a été en ouvert. Donc tout le monde recevait du golimumab, et on voit ce que ça donne à 5 ans. Alors les indices de qualité de vie, donc avec les scores, ça aussi, donc ça maintient. Donc les courbes parlent d'elles-mêmes. Et puis donc sur le plan de l'efficacité, donc il y avait pratiquement 10% des malades qui ont arrêté à cause d'inefficacité, autant pour les effets indésirables, quelques perdus de vue, et puis des arrêts bien sûr pour d'autres raisons. Bien sûr, quand on est sur du long terme, donc la question de la tolérance se pose, et là pratiquement donc ce qui sort, ce sont les infections sévères, surtout les pneumonies, qui ont été vues pratiquement chez 20% des patients. Alors donc l'intérêt, c'est surtout ce maintien thérapeutique donc qui est prolongé avec le golimumab chez ces patients, pratiquement 72%, donc plus des 2 tiers, étaient toujours sous traitement à 5 ans. Alors, bien sûr, quand on arrive à la rémission ou low disease activité, il va falloir penser à espacer les médicaments. Donc, ça a été dit tout à l'heure, on peut procéder par de différentes façons. Alors, le seul message qu'on peut passer, c'est que l'arrêt, quand on arrête un biologique donc d'une manière intempestive, il y a un grand risque de rechute, il y a un grand risque de récidive, ça c'est clair. Le deuxième problème, c'est que quand on veut réintroduire le même biologique, il y a pratiquement moins de 40% des patients qui vont répondre. Donc il y a cette dualité donc qui peut s'opposer. Donc je pense qu'il va falloir être prudent, peut-être commencer en espaçant, en réduisant les doses, et éventuellement penser à l'arrêt plus tard. Et tout arrêt intempestif, malheureusement, peut entraîner donc l'apparition d'une rechute qui va être difficile à juguler par le même biologique. Alors, donc, au terme de cette présentation, il y a certains messages pour les clés je voudrais passer. C'est pour les spondyloarthrites, donc le diagnostic doit être précoce. On a vu pas mal de malades
qui sont bien sous anti-inflammatoires non stéroïdiens, et puis quand ils arrivent, ils sont déjà au stade ankylose. Donc ça a été dit aussi, le retard diagnostique, c'est un facteur de mauvais pronostic et c'est un facteur qui sort dans les éléments de mortalité donc de la spondyloarthrite. Donc on doit penser à faire un diagnostic précoce. Actuellement, le problème, c'est celui des spondyloarthrites non radiographiques. On a un grand intérêt par l'IRM qui va nous aider, mais là aussi, il va falloir être attentif et il faut que l'IRM soit bien interprété. Il y a beaucoup de faux positifs. Il y a des malades qui sont traités pour des spondyloarthrites qui ne sont pas une et qui vont avoir des biologiques. Ces biologiques ne vont pas marcher parce qu'on n'a pas fait le bon diagnostic. Je pense aussi qu'il doit y avoir une concertation entre radiologues, ceux qui font beaucoup d'IRM ostéo-articulaire, et les rhumatos, et même un entraînement des rhumatologues pour pouvoir lire les IRM et bien sûr être très attentif à ce problème-là. Alors le petit outil, bien sûr, les cibles ou la cible, ça va dépendre de la présentation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est pas aussi anodin qu'on le croit. Donc utilisation vraiment à visée symptomatique et pas d'utilisation en long cours, en faisant attention aux comorbidités. Les biothérapies sont là, c'est bien, mais c'est cher. Donc il va falloir la bonne indication, que ce soit fait à bon escient, un suivi et éventuellement donc diminuer pour pouvoir arrêter. Et puis donc là aussi il y a la recherche ne s'arrête pas. Il y a certaines pistes de recherche, notamment vers certaines thérapeutiques ciblées, aussi bien immunologiques que cellulaires, donc qui vont bientôt voir le jour. Et je vous remercie.